Et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française. Et aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale autour de la gastronomie française, bien sûr, mais tout de suite sommaire. Baguette plus beurre plus jambon, ça donne le sandwich le plus connu de France, le jambon beurre bien sûr, focus alléchant. Son truc à lui, c'est le design et la cuisine, il en fait tout un art. Marc Bretillot est le maître du design culinaire. Entre le musée Picasso et les boutiques de mode du Marais, le 3e arrondissement parisien recèle encore quelques secrets. Après l'effort, le reconfort, la brasserie Gallia vous rafraîchira avec ses mousses aériennes. Et pour commencer, c'est tout vu, c'est tout lu, c'est point de vue, la sélection de tout ce qui est arty, cosy, frenchy et gourmand en version française. Vous rapportiez des cannelés pour votre mémé chérie, maintenant il est temps d'en faire profiter tout le monde. On s'inscrit sur le site, on regarde ce que chacun propose et on chope les spécialités régionales. Du frais dans l'assiette et qui permet de découvrir des petits producteurs et délices des 4 coins de France. Vous avez certainement déjà vu la Cité du Vin, son architecture a beaucoup fait parler d'elle. Il est temps maintenant d'aller la goûter. Traverser le Bordelais sans s'arrêter dans ce sanctuaire dédié au vin, c'est un peu comme venir à Paris sans voir la Tour Eiffel. Le voyage vous emmènera très loin, au-delà même de nos frontières et de notre temps. Surprise et gourmandise, c'est le dernier né de Pierre Hermé. Ce livre pop-up présente 16 recettes du chef et ça donne l'eau à la bouche. Ispahan, macarons ou Mont Blanc, à chaque page un nouveau gâteau. Véritable délice d'origami. Il ne reste plus qu'à refaire la même chose dans notre cuisine, une autre paire de manches. La confiture, tout le monde adore, ce n'est pas bonne maman qui dira le contraire. La chambre aux confitures donne un coup de peps au petit-déj avec ses délicieuses créations. Plutôt framboise frappée au champagne, figues, noix et cognac, ou pourquoi pas églantine ou banane choco. De quoi vous lever du bon pied. Il fait craquer les Parisiens et pas seulement, le jambon beurre n'a plus à faire sa réputation. Recette ancestrale ou version revisitée au piment d'Espelette, il va falloir choisir son camp. Le jambon beurre, le Paris beurre ou encore le parisien est né à la fin du 19e siècle dans le quartier des Halles à Paris. Ce sandwich hyper protéiné apprécié des ouvriers a su séduire la bourgeoisie française dans les années 20 grâce à l'arrivée de la baguette. Dès lors, le jambon beurre se démocratise et se fait une place dans la cuisine de comptoir. Et c'est sur le comptoir de ce bistrot parisien que nous retrouvons le fameux sandwich. À l'heure du déjeuner, les clients font la queue pour le déguster, et ça depuis plus de 50 ans. Le jambon beurre, c'est un petit monument de la gastronomie française. C'est un classique des comptoirs depuis de très nombreuses années. Un basique que Sophie maîtrise à merveille. Derrière son comptoir, elle enchaîne les commandes. Couper le pain, étaler le beurre, mettre le jambon. Ces gestes se répètent pour le plus grand bonheur des clients venus ici déguster l'un des meilleurs jambons beurre de Paris. Mais alors, quel est le secret d'un bon jambon beurre? Il faut d'abord une bonne baguette, s'il vous plaît. Voilà ce que c'est qu'une baguette. Ensuite, il faut un très beau beurre à la motte. Un beurre de Normandie qui est riche, qui est bon. Il faut ensuite un très bon jambon à l'os. Et puis un dernier ingrédient, c'est la générosité. Voilà. Si certains sont très à cheval sur cette recette classique qui n'a pas changé depuis des années, d'autres sont bien décidés à lui redonner un petit coup de jeune. Stéphane est cofondateur du restaurant Jambon Beurre à Paris. Le concept, revisiter ce grand classique. Le jambon beurre, c'est le produit snacking le plus vendu. Ça représente plus de la moitié des sandwichs vendus en France. Donc on s'est aussi rendu compte que c'était un produit qui était peu travaillé et qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. C'est la raison pour laquelle on a souhaité se positionner sur ce marché en proposant un jambon beurre de qualité, avec des produits d'exception et surtout des recettes qui évoluent selon les saisons. Pour revisiter le jambon beurre, Stéphane et son associé ont dû sélectionner leurs ingrédients avec minutie. La baguette vient de la boulangerie Gosselin et pour le beurre, ils ont choisi la maison Bordier. Le beurre Bordier, c'est un beurre de baratte, c'est aussi un beurre moulé à la main. On a fait ce choix parce que surtout on voulait un produit de qualité et artisanal. Ce qu'on a recherché aussi, c'est le goût. Et le beurre Bordier nous amène beaucoup de saveurs grâce au parfum qu'ils associent
On retrouve le piment d'Espelette, le yuzu, le sarrasin, les herbes de Provence et encore beaucoup d'autres saveurs. Grâce à ces différents produits, le traditionnel sandwich peut prendre des saveurs de vanille de Madagascar ou encore de yuzu. Pour le jambon, Stéphane a choisi la Maison Prince de Paris, un authentique jambon parisien fabriqué au cœur de la capitale. On est sur un jambon artisanal, piqué à la main, très peu d'eau à l'intérieur, une jolie couleur, du goût, et c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux sur un jambon de Paris. Pour revisiter le jambon beurre, la maison ne travaille pas que du cochon. Au jambon beurre, on travaille le jambon de cochon, mais on travaille aussi le jambon sous toutes ses formes. Il faut évidemment plaire au plus grand nombre. On a fait le choix d'avoir aussi des jambons de bœuf, de temps en temps du pastrami de canard. Grâce à ces divers ingrédients, le restaurant propose une douzaine de jambons beurre. La carte change 4 fois par an afin de pouvoir travailler des produits de saison. Le chef nous livre la recette du sandwich du moment, le jambon beurre au piment d'Espelette. Et pour cela, il faut une bonne baguette fraîche, du beurre bordier au piment d'Espelette. Au niveau du beurre, on en met quand même une certaine quantité. Il est important que le beurre soit présent lors de la dégustation. C'est primordial parce que c'est un des éléments clés d'un jambon beurre. Quelques tranches de jambon de Paris fumé. Le but, c'est d'avoir une tranche de jambon qui n'est pas trop fine non plus. On va rechercher un peu de mâche lors de la dégustation. Aujourd'hui, le jambon beurre représente un peu plus de la moitié des sandwichs vendus en France. Ces 25 cm de baguettes fraîches garnies de beurre et de jambon ne sont pas prêtes de se faire remplacer. Ce n'est plus une assiette, c'est une œuvre d'art, ce n'est plus un plat, c'est un paysage, ce n'est plus une dégustation, c'est un happening. Alors c'est forcément une invention gustative et esthétique de Marc Bretillot, designer culinaire. Chez Marc Bretillot, la cuisine n'est pas qu'une histoire de goût. Des pratiques culinaires aux usages de ceux qu'il nomme les mangeurs, Marc Bretillot est à la croisée des chemins dans l'art et la manière de manger, sans pour autant être un pourfendeur iconoclaste de la tradition gastronomique. Il revisite, invente et recherche au travers de collaborations diverses ce que sera notre futur alimentaire. De la conception d'un repas événement qui met en scène la cire d'abeille dans tous ses états, ou de ses tests dans son atelier sur l'interaction entre la vaisselle organique colorée au jus de betterave et une soupe de lait, il n'y a qu'un pas, qu'une démarche, celle des précurseurs du design culinaire. Encore faut-il s'entendre sur le terme de design culinaire. Le design culinaire, c'est regarder l'alimentation par le spectre du design. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé, mais c'est en gros utiliser la méthodologie du designer pour regarder ce vaste champ de l'alimentation qui touche bien sûr plein de domaines, en allant de l'agro-industrie jusqu'à le partenariat avec les métiers de bouche, l'événementiel, et puis pour finir l'art contemporain. Ce qui borne le design culinaire par rapport à l'art ou à des artistes qui utilisent le média alimentaire pour s'exprimer, c'est que la finalité, c'est d'être dégusté. Donc il faut que ça soit bon et qu'on prenne en compte à la fois l'innocuité des produits, leur qualité organoleptique et le fait que ça soit transformé dans les règles de l'art. Des cuisines à l'atelier, des fourneaux à l'établi, le designer culinaire initie des collaborations pluridisciplinaires pour mettre tout le monde à table et mettre les pieds dans le plat de la chaîne alimentaire. Le design culinaire est une activité à la croisée des chemins, donc on a à chaque fois nécessité de faire des collaborations. Donc à chaque fois, sur chaque projet, il y a des équipes pluridisciplinaires qui sont montées. C'est à Pantin, dans la banlieue parisienne, dans le cadre de la Biennale Émergence qui met à l'honneur les métiers d'art et le design, que Marc Bretillot et l'un de ses complices ont organisé un repas où la cire d'abeille se retrouve assiette et verre. Et bien sûr, elle donne le ton et le goût à des convives éberlués lorsqu'on leur sert un cœur d'artichaut fumé dans une ruche ou un gigot d'agneau cuit dans de la cire. Sur un projet qui s'appelle le Wax Lunch, j'ai travaillé avec Olivier Darnay, qui est un artiste apiculteur, qui a été le premier à faire du miel urbain et qui a un rucher à Saint-Denis avec 120 ruches. Il m'a invité en résidence à réfléchir sur l'utilisation de la cire d'abeille et du miel. Et suite à des expérimentations, on a proposé un repas, expérience, performance, on peut même dire, où à la fois les contenants, à la fois les recettes, à la fois les types de cuisson utilisent la cire d'abeille comme élément principal.
Ces repas, qui sont de véritables expériences pour les participants, invitent à reconsidérer dans sa globalité l'acte le plus simple et le plus courant de notre quotidien, celui de se nourrir. Dans la notion de design culinaire, il y a la question de la globalité de l'acte de manger. Et tout concourt à cette expérience, à la fois l'environnement, la qualité sonore, la qualité de la lumière, le service, les contenants. Donc la mise en scène fait partie de l'expérience et c'est considéré que c'est vraiment une expérience globale. Alors, vous l'aurez compris, le design culinaire ne se simplifie pas à la forme d'une assiette ou d'un verre, ni à la façon de couper ses carottes, mais nous questionne sur ce qui se passe sur et autour de la table. Évidemment, la cuisine, enfin la table plus précisément, est un espace théâtralisé qui permet un échange extraordinaire. On sait qu'on prend nos décisions autour d'une table, que les histoires de famille se construisent autour de la table. Donc c'est un socle à la fois pour raconter des histoires et pour échanger. C'est finalement ce reflet de nous-mêmes, parce que l'alimentation qu'on produit et qu'on consomme est à la fois le reflet de l'individu et de la société. Brillat Savarin disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et donc c'est une surface d'échange incroyable, et c'est aussi la trace de la civilisation. À travers l'alimentation, à travers une pincée de sel, on peut retrouver l'histoire de la civilisation et des échanges entre les peuples. Du cuisinier au designer, sans confondre ni séparer, Marc Bretillot nous inspire et nous invite à inventer, dans un évanescent nuage de saveurs, ce que sera notre repas du futur. Bonjour Marc Bretillot, merci de nous recevoir chez vous, dans votre atelier qui est aussi votre maison. Bienvenue. Comment on fait pour devenir designer culinaire? C'est quoi votre cheminement? C'est un mélange entre des passions et puis ma profession. Au départ, j'ai fait l'école Boulle, donc une école de métier d'art, et puis j'étais passionné par la cuisine. Et j'ai été appelé à enseigner les matériaux à l'école supérieure d'art et de design. Et dans le cadre de l'enseignement de ces matériaux, j'ai commencé à donner des sujets sur la cuisine, en disant on peut faire des transferts des technologies. Finalement, découper un morceau de viande, ça peut s'apparenter à découper un morceau de bois. On respecte le fil du bois, etc. On essaie de comprendre la matière. Et puis de fil en aiguille, voilà, la profession s'est développée. J'ai eu la chance d'assister à un déjeuner que vous avez réalisé, le Wax Déjeuner. Et c'est vrai que c'est une performance artistique. Ça dépasse la performance culinaire. C'est quelque chose que vous recherchez réellement? L'idée du design culinaire, c'est de dire que c'est une expérience globale. Donc on peut interagir sur à la fois tous les sens, mais ça existe déjà dans la cuisine, mais sur la scénographie, sur le service. Donc c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à une profession qui est très segmentée, où vous avez un maître d'hôtel, ou même dans les cuisines, où vous avez toute une hiérarchie, etc. C'est de dire finalement, le mangeur qui vit une expérience, comment on peut l'amplifier, ou en tout cas essayer de raconter une histoire. Alors du coup, Marc, pour vous, manger est plus qu'un simple acte de se nourrir, ça devient presque un acte culturel. C'est quoi pour vous, manger? C'est les deux. Je pense que c'est à la fois se nourrir de façon quotidienne, parce qu'on ne peut pas non plus se prendre la tête à chaque fois qu'on prend une cuillère à café d'un produit, mais ça peut être des expériences un peu singulières. Et moi j'ai un travail qui a un spectre très large, qui va de l'agroalimentaire jusqu'à l'art contemporain, et en fonction des attentes des consommateurs qui sont très différentes. Quand vous ouvrez votre frigo de façon quotidienne, c'est forcément pas la même attente que quand vous allez dans un centre d'art pour vivre une expérience singulière, où là, ça vous questionne sur votre position de mangeur omnivore, etc. Donc ça dépend vraiment du contexte. Du coup, de qui vous vous inspirez en cuisine? Vous avez forcément des cuisiniers que vous appréciez. Oui, mais c'est pas tant... C'est pas tant la cuisine qui vous intéresse? Non, si, j'ai une belle bibliothèque de livres de chefs, etc. Mais c'est plutôt ça, je suis plus inspiré par l'aspect technique des choses, et mon inspiration, elle vient plus de la musique ou de la littérature, enfin des arts vivants aussi beaucoup. Je trouve qu'il y a une relation très forte entre la cuisine et les arts vivants. Moi, j'ai migré des matériaux vers la cuisine par le feu.
Je faisais du verre soufflé, par exemple, je faisais de la forge. Et je trouve que cette relation au feu, c'est quelque chose auquel je suis attaché. Si vous aviez un conseil à donner, aussi bien à la personne qui fait à manger tous les jours qu'à des professionnels, ça serait quoi? D'être un peu plus ludique, de se lâcher un peu, de sortir un peu des codes, ça serait quoi? Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture. Ça, je pense que c'est un problème de sémantique. Le tabou absolu, c'est le gâchis. Et pourtant, on balance quand même plus de 30% de ce qu'on produit. Donc, peut-être faire attention à ça. Et pourtant, il faut jouer. Et dans notre société, on passe notre temps derrière des ordinateurs. Finalement, la cuisine est la seule chose qui nous rattache à la matérialité. Et je pense que pour un humain, c'est pas mal d'avoir un peu d'utiliser ses mains. Ça offre un certain équilibre. Donc moi, je suis pour dire qu'il faut cuisiner et que c'est important. Et qu'en plus, ça nous permet de comprendre ce qu'on mange. Et voilà, ça nous rattache à quelque chose qui est la production de la terre, etc. Et qui a beaucoup de sens, forcément. Un mot de la fin, Marc Bertillot. Il y a une phrase que je cite souvent de Claude Lévi-Strauss, qui est il ne suffit pas qu'un produit soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Et je pense que c'est la clé de la question, c'est que quand on mange, ça met en cause des fonctionnements sociaux et politiques auxquels il faut faire attention. Et que ça, c'est même peut-être plus important que le goût. C'est finalement, quand on achète une baguette de pain, qu'est-ce qu'on fait comme action citoyenne ou pas? Merci beaucoup, Marc Bertillot. Merci à vous. Du 3e arrondissement parisien, on connaît en général le Marais, ses ruelles charmantes, ses hôtels particuliers, ses musées. Il y a aussi des lieux beaucoup plus confidentiels. Vous venez? Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 3e. Hôtel particulier et petite rue où il fait bon déambuler, le 3e arrondissement regorge de lieux atypiques. La preuve avec notre première adresse, un restaurant pas comme les autres, caché au fond d'une cour. Bienvenue au restaurant Derrière. Oui, derrière, pas le derrière, c'est un restaurant Derrière. Un nom hérité de l'ancienne fonction d'entrepôt du lieu, car avant, on mettait tout derrière. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurant convoité à la déco décalée, signé Mourad Azouz. Un petit ping-pong en attendant le dessert? C'est un esprit convivial, un esprit maison, c'est un endroit qui a été conçu pour recevoir des amis, où quand on y rentre, on se sent chez soi. Comme chez soi, ça c'est sûr, puisque le lieu prend la forme d'un appartement. On vous propose de manger dans la chambre dressing, ou encore le boudoir, et de vous laver les mains dans la baignoire. Et la touche en plus, c'est le jeu de la pièce cachée. Et oui, car derrière cette armoire, un autre monde nous attend. Le fumoir, décoré à la manière d'un vieux grenier. Et pour ce qui est de la cuisine, chef, ça donne quoi? Cuisiner a suivi un peu l'état d'esprit du lieu, de l'endroit, de l'ambiance. Une cuisine maison, une cuisine un peu bourgeoise, une cuisine maison, une cuisine spontanée, entre amis, avec des bases de produits frais, choisis, mais qui reste surtout dans la finalité quelque chose de simple et dans le partage. Vous l'avez compris, pour passer un bon moment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil juste là, derrière. Notre prochaine adresse est une galerie pas comme les autres. Elle s'intéresse à un champ inédit, la pop culture. Musique, cinéma, séries, comics, jeux vidéo, eux aussi ont leur place dans une galerie d'art. Vous trouverez ici des sérigraphies de qualité réalisées par des artistes, des affiches alternatives de films, des posters et d'autres affiches de concerts. Le tout dans un cadre officiel, licence à l'appui. Tout est fait à la main, donc on en tire un certain nombre. Tout est numéroté, signé par les artistes, donc on parle bien d'édition d'art limitée. La galerie propose surtout des expositions sur des thèmes donnés. Par exemple, le mythe de Batman et les DC Comics, la tournée des Foo Fighters, ou encore Iggy Pop et son groupe. La pop culture est en train vraiment de prendre une place de plus en plus importante. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas par l'art. Donc c'est un peu nous ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui. La French Pepper Art Gallery est pour l'instant la seule en France à se spécialiser dans ce domaine. Maintenant, vous saurez. Dernière étape, un oasis de nature à 2 pas des rues pleines de voitures. C'est le passage de l'Ancre. Autrefois appelé passage de l'Ancre royale, puis passage de l'Ancre nationale sous la Révolution française, cette ruelle qui ne ressemble à aucune autre est empreinte d'histoire. Elle débouche sur la rue Saint-Martin, une des plus anciennes de Paris.
Certains habitués y passent sans plus y prêter attention, mais pour ceux qui y passent pour la première fois, impossible de rester indifférent. En plus de son charme sauvage et naturel, le passage accueille aussi une boutique tout à fait inédite, Peps, réparateur de parapluies. Un savoir-faire unique en Europe, un esprit durable et un endroit qui ne désemplit pas. Thierry Millet, le propriétaire des lieux, répare et conseille. Et ne craint pas le mauvais sort depuis le temps qu'il ouvre des parapluies à l'intérieur. Une boutique et un passage à l'image de cet arrondissement, plein de surprises. Bière ambrée, blonde ou brune, la relève est assurée par la brasserie Gallia qui utilise des techniques séculaires pour notre plus grand plaisir. Voici l'histoire d'une renaissance, celle d'une bière artisanale de Paris, brassée dans le 14e arrondissement depuis le 19e siècle, qui a disparu dans les années 60 tant la concurrence des brasseries industrielles était intenable. La Gallia, pourtant, a connu des heures de gloire. C'était une bière très emblématique de Paris qui a été médaille d'or à l'exposition universelle de 1900 et qui représentait l'une des principales brasseries de Paris intramuros. Si dans les années 60, les Parisiens ont boudé ces breuvages de caractère, aujourd'hui les microbrasseries locales séduisent les adeptes de mousse. C'est vrai que dans les années 70, 80, 90, on a souhaité tous consommer un peu la même chose de façon universelle. Et maintenant, il y a un retour à quelque chose de plus artisanal, à quelque chose de plus sensé. C'est vrai pour la bière, c'est vrai pour la Gallia. Et du coup, nous, on s'est mis en tête de relancer la brasserie parisienne Gallia, qui était déjà un petit peu emblématique pour ça, pour une consommation parisienne et locale. Au début de cette aventure, deux copains, Jacques et Guillaume, de rêveurs enthousiastes qui croisent l'histoire de cette bière mythique. L'histoire de la brasserie Gallia nous a beaucoup interpellés parce que c'était une vraie brasserie parisienne qui a été dirigée par 3 générations de la même famille. Donc en fait, on s'est renseigné auprès des descendants de la brasserie et on a rencontré Monsieur Bourgeois qui est l'un des descendants de la brasserie et qui nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui encore, il vient nous voir pour nous parler de la brasserie qu'il a connue, lui, quand il était jeune. Et il nous a aussi donné beaucoup d'éléments, des vieilles affiches, des vieux logos, des vieilles étiquettes, des vieilles bouteilles. La nouvelle brasserie est aujourd'hui implantée dans le centre de Pantin, au nord de Paris. Les imposantes cuves et les moulins ont élu domicile dans une ancienne chaudronnerie. Ici, patrimoine et savoir-faire sont à l'honneur. Celui qui reflète la personnalité d'une microbrasserie, évidemment, c'est le chef, c'est-à-dire le maître brasseur. C'est vraiment lui qui définit la ligne de conduite de nos bières et chaque bière, en fait, brassée ici, reflète sa personnalité. Évidemment, pour lui, la bière, c'est plus qu'un produit. C'est une recherche constante, en fait, du goût de chaque process de fabrication, un souci absolu du détail, de la maîtrise parfaite, en fait, de la fermentation, du brassage, des différents paliers de température. Et c'est quelqu'un qui est auprès de sa bière, en fait, 24/24. Entre les nuages de vapeur et les effluves de houblon, Simon, le maître brasseur, est accompagné de Rémi. Moitié druide, moitié hipster, ces deux passionnés sont les garants de l'identité de leur bière. Alors le travail du brasseur, c'est de réaliser les recettes, c'est-à-dire de déterminer l'assemblage, le mélange de tous les ingrédients, trouver la levure, déterminer quel mélange de malt on va utiliser, trouver les houblons. Ensuite, il faut déterminer tous les paramètres de fabrication, les températures, les temps. Une fois que la journée de brassage est terminée, le brasseur il a juste à être patient, puisque c'est le travail de la levure qui démarre. Il faut savoir que le mou n'a pas du tout le goût de la bière quand il sort de la brasserie. C'est vraiment la levure qui va complètement transformer et mettre en avant tous les arômes qu'on aura développés avant. En ce moment en France, il y a une réelle révolution de la bière. Beaucoup de brasseries se montent en ce moment. Ils sont inspirés par les autres pays du monde. Donc en ce moment, ce qui débarque beaucoup en France, c'est les IPA, les bières plutôt américaines qui sont très houblonnées, très fruitées, très amères. Mais aussi, moi ce que j'aime particulièrement sont les bières plutôt acides. Donc les Berliner Weiss par exemple. Donc, on avait fait un essai de Berliner Weiss à la framboise. C'est une bière assez légère, acide, avec des framboises qui ont été mises à fermenter à l'intérieur. C'est très original, la plupart des Français ne connaissent pas ce style-là, mais c'est des choses qu'on va faire découvrir avec le temps aux Parisiens. Si vieux puisse-t-il être, brasseur serait donc un métier d'avenir. L'amertume, le fruit, l'acidité, le tanin font l'objet d'un dosage fin. Simon et Rémi imaginent même pour l'avenir un vieillissement en fût de bois à whisky ou à cognac.
Les brasseries artisanales font de la bière une boisson qui se déguste. Un bar éphémère sera même installé aux portes de la brasserie. Pantinois et Franciliens pourront venir découvrir la fabrication des 6 bières emblématiques de la marque et goûter les plus exotiques. Notre émission spéciale Gourmet et Gourmand est déjà terminée. J'espère vous retrouver très vite. Bye!